Hello hello et bienvenue dans ce nouveau carnet lecture qui s'ouvre en ce lundi 17 janvier 2022 avec 3 enfants qui ont le Covid à la maison. Ça fait depuis mercredi que mon plus petit a le Covid, il est positif. Mon homme et moi on n'arrête pas de se faire tester et pour le moment on est négatif, mais apparemment le Covid a décidé de s'installer vraiment dans la maison, donc à croiser, je touche du bois pour que ce soit pas trop la cata pour nous, qu'on essaie de passer entre les différentes différents postillons des enfants. On va voir. Bon, parlons lecture, parce qu'on n'est pas là pour parler de Covid. Le sujet est déjà très embêtant comme ça, je vous l'accorde. Parlons lecture. Je suis toujours malade. Alors, lecture de la semaine. Déjà, ma lecture en cours, c'est le second tome du Prieuré de l'Oranger, que j'ai un petit peu avancé là-dedans, parce qu'on avait 1 heure de queue avant de pouvoir se faire tester cet après-midi. Donc, le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon que je termine, et franchement c'est trop cool. Donc on retrouve tous les personnages, Ed, on retrouve Tané, qui n'est pas très présente. Tané, c'est elle qui chevauche le dragon, un des dragons, mais son dragon a disparu, et en fait elle croit qu'il est mort, mais en fait, bon, je dis pas, chut. Ah bon, c'est pas sûr. Et on retrouve également Durian, c'est ça, comment on dit, l'apothicaire, enfin ouais, c'est celui qui sait faire qui a des petites formules avec des herbes, tout ça, donc lui il est très, le scientifique, quoi, on va dire. Qui cherche à comprendre. Donc on suit beaucoup Ed sur ce second tome, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que c'est mon personnage préféré. J'aime beaucoup Tané aussi, mais pour le moment on n'en sait pas trop. Enfin, il s'est passé quelque chose de fou quand même. Voilà, donc je peux pas trop dire, mais les questions, je sais pas si on voit quelque chose, mais je peux juste vous montrer un petit dessin, voilà, qui explique assez bien ce qui se passe avec les dragons et ces petites, comment on dit, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas des boules, mais pas des boules, hein, d'accord, voilà, des joyaux de mer et de feu, voilà, puisque on a les 2 types de dragons, les dragons de mer et les dragons de feu, et on a 2 types de magie. On a, comment ça s'appelle? Il y a l'Estrian qui est la magie de feu et l'autre je ne sais plus. Il y a 2 magies qui en fait doivent être en équilibre pour que tout se passe bien, et quand l'une ou l'autre prend plus de place, et ben en fait c'est la cata, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est ma lecture en cours. Je compte lire, alors j'ai avancé. J'ai lu deux nouvelles la semaine dernière de Par-delà l'horizon. Je vous en ai pas parlé, mais alors des 2, celle que j'ai préférée, c'est la dernière que j'ai lue hier soir, qui est de Stéphane Beauverger, Démocratos. Ça m'a beaucoup plu, du coup je suis allée voir ce qu'il a écrit d'autre. Donc c'est un écrivain de science-fiction français qui a écrit pas mal de choses, et j'ai noté un de ses livres dans celui qui est sorti l'année dernière, en 2021, je l'ai noté dans mon pense-bête sur Babelio. Parce que j'ai beaucoup aimé sa nouvelle qui parle d'un monde post-apocalyptique où les gens n'ont plus de sentiments. En fait, ils prennent des isotropes pour pouvoir en fait ne plus avoir de sentiments et pouvoir du coup supporter le quotidien. Et ils portent tous, c'est très intéressant parce que un des personnages principaux est une femme qui porte un masque, et d'ailleurs elle porte un masque. Elle joue, elle crée des masques, le Grimasque, donc où justement il y a un concours chaque année et elle gagne parce qu'elle arrive à vraiment à faire le masque qui va non pas faire forcément le plus peur, mais qui va le plus inquiéter, qui va ressembler à quelque chose de plus profond. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce qu'on se cache et de ce qu'on vit réellement, ces sentiments qu'on a. Et ça parle de peur, ça parle de deuil, ça parle de plein de choses très intéressantes. Ça m'a beaucoup plu. Donc je vais continuer cette semaine, en lire 2 ou 3, je vais voir. En termes de roman, j'aimerais bien lire Le Paradis Blanc qui est dans ma palle du Cold Winter Challenge. C'est un roman de Christine Hanna.
avec l'histoire d'un retour d'un homme qui a fait la guerre au Vietnam et donc c'est une famille qui a du mal à se reconstruire et du coup ils vont partir en Alaska et on va voir si ça va fonctionner. Je crois que ça va pas bien se passer mais voilà, donc ça j'aimerais bien lire ça si c'est possible en fin de semaine. En termes de graphique, il y a Tommy que je devais lire cette semaine, j'ai pas trouvé le temps donc je vais essayer de le lire. J'ai aussi mis le tome 2 de Muséum que j'ai pris à la bibliothèque parce que c'est le dernier tome de cette saga en 2 volumes et le second tome d'Une sacrée mamie que j'ai découvert aussi à la bibliothèque qui m'avait bien plu. Donc je vais voir un petit peu comment ça évolue, il y en a énormément des tomes d'Une sacrée mamie. Donc voilà ce que je voudrais lire cette semaine. Je vous emmène avec moi en espérant que voilà, que je ne sois pas trop malade et que ça se passe bien. Et on verra ça. Donc allez, bonne semaine de lecture. Hello du dimanche matin. Je fais une petite vidéo ce matin pour vous montrer les dernières acquisitions que j'ai fait parce que je pense pas faire de book haul, donc du coup je me suis dit le mieux c'est de vous montrer. Alors déjà vous voyez j'ai acheté une Ren Light et je suis contente, je l'ai testé hier pour une de mes vidéos sur ma chaîne créative et c'est trop cool, voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que je me suis offert et vous voilà, parce que je vous en ai parlé puis je voulais pas montrer, finalement j'ai décidé de vous montrer tout simplement. Donc déjà je me suis offert l'intégrale du Prieuré de l'Oranger que je viens de terminer en fait. Donc je l'ai pas lu dans ce livre là mais je vais le garder dans ma bibliothèque comme ça parce que en fait j'ai lu le second tome. Le premier tome je l'ai lu en début d'année dernière et il y a une fuite d'eau. Il y a eu une fuite d'eau chez nous et en fait le premier tome il est décédé. Il a fallu que je le mette à la poubelle. Et donc comme c'est un de mes livres de fantasy préférés, je me suis dit bon alors tant qu'à faire je vais me racheter l'intégrale. Et du coup je me suis offert cette bricasse qui va être mise de côté et préservée parce que j'ai adoré. Je vais vous en parler, j'en parlerai je pense demain parce que là j'ai pas trop le temps, on va partir. Donc je vous montre juste les livres que j'ai achetés. Donc concrètement ce qui va se passer c'est que comme j'ai adoré, je pense que je vais vous offrir je vais racheter le premier tome en poche et j'offrirai en fait dès qu'on aura passé les 500 sur la chaîne, j'offrirai les 2 livres du Prieuré de l'Oranger. Je ferai un petit tirage au sort parce que ça me fait plaisir et voilà, donc ça c'est cool. Celui-là on va dire que il rentre mais il est déjà lu donc ça compte pas. Ensuite celui-ci c'est pareil, il rentre dans ma palle mais en fait je l'ai déjà dans ma palle, il est là mais je me suis offert l'édition collector pour aller avec le premier tome d'Une de Frank Herbert. Celui-ci c'est le second tome, le Messie de Dune, qui est beaucoup plus court et qui raconte donc la suite de l'histoire. Et je suis très contente de l'avoir dans cette édition parce que c'était très plaisant de lire dans cette édition. Alors là ça brille, je sais pas si vous allez voir, ça brille mais en bleu. Vous voyez pas, mais voilà il est très très beau donc j'ai très hâte de le lire. Donc c'est pareil, celui-là il rentre pas dans mon challenge principal. C'est génial. Ensuite j'ai offert le second tome des aventures de Podkin le Brave à mes enfants. C'est pareil, c'est pas dans ma palle, je leur lis à l'oral. On est en train de finir le premier tome, donc c'est un livre de Kieran Larwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Et on est en train de faire le premier tome et on aime beaucoup en fait. Au début on n'était pas super fan et puis en fait la lecture à voix haute, moi j'ai pas réussi à lire toute seule dans mon coin, mais le lire à voix haute à mes enfants c'est vraiment super.
Donc voilà, le second tome arrive, voilà, je sais pas si on va le lire tout de suite après, mais pourquoi? Parce que hier, j'ai commencé à leur lire à la mythologie viking, enfin j'ai lu le début, à mon fils Lucien de Neil Gaiman, et c'est trop bien. Alors en fait, celui-là, concrètement, j'ai envie de le lire moi toute seule, donc je ne sais pas si je le fais rentrer dans ma palle, peut-être. Mais celui-là, je ne le fais pas rentrer dans ma palle, il est dans la bibliothèque de mes enfants. Celui-ci aussi, dans la bibliothèque de mes enfants. Donc, est-ce que ça compte vraiment dans ma palle? Peut-être, je ne sais pas. Et autre chose que je me suis offert, et là, je l'ai compté dans le challenge principal, bien que c'est quelque chose que j'ai déjà lu en partie. Donc, en fait, je suis en train d'écouter en livre audio, de réécouter en livre audio, parce que je l'ai déjà écouté, le premier tome de l'Assassin Royal, de Robin Hobb, qui fait partie de cette première époque. Donc en achetant en fait ce livre comme une andouille, j'ai cru que c'était c'était le premier tome. Mais non, ça c'est l'intégrale de la première époque en fait. Non, c'est la partie 1 de la première époque. Et donc, comme une couillonne, je me suis dit, bon, j'achète le tome 2. Et en fait, ça c'est l'intégrale de la seconde partie de la première époque. Donc là, moi, j'en suis, je crois, au chapitre 17. Donc j'en suis là. Et je crois qu'il y a 4 livres là-dedans. Si je dis pas de bêtises. 3 livres. Parce que celui-ci, c'est la Nef du crépuscule. Voilà. Là, il y a 3 livres. Alors peut-être que là, il y en a 3 aussi. Je ne sais pas. Je vais regarder si c'est écrit quelque part. Mais bon, bref, tout ça pour dire, c'est pas écrit, je ne sais pas, c'est écrit nulle part, on est complètement perdu. Donc peut-être au tout début, il y a un chapitrage. Non, pas de chapitrage, c'est débrouille-toi. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai compté dans ma palle parce que du coup, il y a des nouveaux livres dedans que je n'ai pas lus. Donc je l'ai compté, ce qui fait que en comptant ces deux-là, qui sont en fait en train d'être lus, je commence pas une nouvelle saga parce que j'avais déjà commencé, j'avais déjà lu. En fait, pour vous expliquer, j'ai fini Né d'aucune femme de Franck Bouys en livre audio. Je vous en ai pas parlé ici, mais j'ai fait un post Instagram si vous voulez voir ce que j'en ai pensé. Et en fait, suite à ça, j'étais pas encore, moi en fait, c'est tous les 21 du mois que j'ai mon nouveau crédit audio. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter qui serait long? Parce qu'en fait, j'ai vraiment du temps pour écouter, parce que je suis vraiment en train de passer du temps à bobiner des écheveaux. Non, à faire des écheveaux pour un salon que je prépare. Et donc, du coup, j'avais besoin d'avoir de longues heures d'écoute. Et je me suis dit, le mieux, peut-être, ça serait de réécouter, parce que je l'avais écouté sur une longue période. J'avais aimé, mais sans vraiment l'apprécier à la juste valeur. Le premier tome de l'Assassin Royal, et j'avais vraiment envie, tout d'un coup, là ça m'a pris, de me replonger dans cet univers et de réécouter. Et donc je suis en train de le réécouter, j'ai presque fini en fait l'écoute, enfin il me reste 3 heures. J'ai presque fini l'écoute du premier chapitre. Donc, pardon, donc je sais plus ce que je disais. Et que du coup, je me suis dit, tant qu'à prévoir des longues heures d'écoute, autant prendre un gros pavé et peut-être engager la suite en fait. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de lire, de relire et de me réimmerger dans cette histoire. Et ça me déplaît pas, franchement, c'est même mieux parce que je l'écoute plus rapidement que la première fois. Et enfin, plus intensément que la première fois, du coup, je suis plus immergée, c'est très bien lu. Donc j'aime bien, c'est vraiment chouette. Donc je vais continuer la suite, voilà, tout simplement. Ça sera mon crédit Audible d'ailleurs qui vient d'arriver ce week-end, donc je suis contente. Donc en fait j'ai l'intégrale de la première époque de Robin Hobb. D'ailleurs en parlant de ça, je pense que je vais vous faire une vidéo de mes sagas en cours, parce que je pense qu'il va falloir que je m'organise un peu en 2022 pour avancer, finir mes sagas. Et je voulais vous partager ça, donc ça sera peut-être ma prochaine vidéo. Voilà, donc c'était les petits achats. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment que j'ai terminé le Prieuré de l'Oranger, il faut que je vienne vous en parler. J'ai adoré. Il faut que je vienne vous dire également les petits mangas que j'ai lus. Ouais, le petit manga que j'ai lu. Non, j'ai lu des choses quand même intéressantes dont je vous ai pas parlé. Et puis, j'ai commencé Le Paradis Blanc de
je ne sais plus qui. C'est une femme qui a écrit, je ne sais plus. J'ai lu les 50 premières pages et j'ai commencé Tommy de Junji Ito, qui est un gros manga d'horreur. Et alors c'est marrant parce que l'effet que ça a sur moi, j'ai lu que le début, c'est que je ris en fait. C'est de l'horreur. C'est vraiment particulier, c'est-à-dire que c'est pas genre on tremble, moi je tremble pas, je me dis non, il va pas aller jusque là, et si, en fait ça me fait rire, ça me fait rire. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait normal, mais c'est pas désagréable, c'est marrant parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est morte, et elle est retrouvée morte en plus, démembrée, et tous les membres reconstitués à l'envers. Et en fait, donc c'est terrible, c'est une histoire terrible dans le lycée dans lequel elle est. Et en fait, quelques jours après, tout le monde est vraiment estomaqué et il ne revient pas. Il y a vraiment l'histoire court dans les couloirs du lycée. Et puis en fait, finalement, un jour, un prof est en train de parler d'elle, il dit oui, c'est très dur ce qu'on est en train de vivre. Et toc toc toc, qui est-ce qui se présente à la porte? C'est Tommy. Et oui. Et alors là, tout le monde est là, mais attends, c'est pas la fille, elle est pas censée être morte là? Alors tout va bien, alors c'est une jeune fille extrêmement belle, donc tout le monde est envoûté par sa beauté et elle s'amuse avec ça. Et en fait, à chaque fois, elle emmène des jeunes dans des histoires pas possibles, même des hommes mariés, des hommes, voilà. Et jusqu'à aller très très loin, se faire souvent décapiter, tout ça. Mais en fait, elle renaît, elle ressort du corps un peu comme une sorte d'alien. Et c'est rigolo, quoi. C'est rigolo, je trouve, parce qu'elle est increvable, en fait. C'est ça qui est marrant. Oh, bon, je vous en reparlerai quand j'aurai fini de le lire. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Bon, allez, je vous laisse là. Je reviens peut-être vous voir en fin de journée ou sinon demain matin pour faire le point sur mes lectures de la semaine. Et je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous dis à plus tard. Arrivé ou pas, lorsque le brouillard se dissipa, l'horrible chose avait disparu, ne laissant qu'une trace infime sur le sol. C'est alors que Paz secoua son frère par l'épaule. « Potkin, tu as été extraordinaire, un vrai chef !» lui cria-t-elle au museau. Puis elle le serra rapidement dans ses pattes, avec force, et tout s'enchaîna en un même tourbillon. Chrome avait pris la mère de Potkin sous une patte et sa tante sous l'autre. À un moment donné, Bridget portant Pouk était descendue de la colline, et elle courait avec les autres, en tenant Mélie par la patte. Quelqu'un était allé chercher le chariot tiré par le rat galeux, et il faisait monter les prisonniers trop faibles pour marcher. Comment je vais faire si tu me piques direct ma place? Hein? Comment je fais, moi? Hello du lundi matin, je viens clore ce carnet de lecture. Il faut que je vous parle quand même des choses qu'on a lues. Je dis on parce que je vais commencer par vous parler de Potkin le Brave. Dans la lumière, c'est un peu mieux. Alors, c'est le premier tome de la saga de Potkin le Brave. C'est le tome Naissance d'un chef. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est de Kieran Larwood, qui est... J'adore, on a lu sa biographie hier et ça nous a fait sourire avec les garçons. Je vous dis juste, Kieran Larwood se passionne pour la littérature et l'écriture depuis sa lecture de Bilbo le Hobbit à l'âge de 6 ans. Voilà, je pense que en disant ça, c'est bon, on se rend compte que voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez fort en lui. Il a été professeur des écoles et voilà, donc il écrit pas mal de bouquins et donc ça c'est le premier de plusieurs tonnes. Je sais pas par contre combien il y en a en tout. Il est sorti en 2016 celui-ci, mais en traduction en français en 2017. Je viens d'acheter le second tome, je vais aller vous le chercher. Donc je vous l'ai montré hier, donc voilà le premier tome et le second tome. Et ben écoutez, j'ai envie de le lire parce que franchement c'était... En fait j'ai commencé à lire toute seule parce que j'aime bien lire des livres que les enfants me conseillent pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis j'ai pas accroché en fait en le lisant. Je devais pas être dans un bon mood, c'était juste avant Noël et j'étais un peu crevée pour changer. Et donc du coup j'ai décidé de le lire à voix haute, voir si on allait l'abandonner ou non, parce que même Joseph il me disait, moi je l'ai lu, enfin bon je pense qu'il avait pas lu complètement, mais il me disait moyen, ça m'a pas plu. Et en fait j'ai commencé à le lire à l'oral et bah ça, on a accroché en fait, on a accroché dans la lecture à l'oral. C'est le bazar en fait dans mes affaires, ça me gêne. Voilà, donc du coup je l'aurais lu et ben on a adoré. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est l'histoire qui est racontée par un barde, on va dire, c'est ça, hein,
On ne sait pas qui il est. Ça commence en fait, c'est un barde qui arrive à la fête des ronces. Alors la fête des ronces, c'est un peu genre la fête de Noël. Il fait tout blanc, il marche et il arrive dans un terrier. Il fait toc toc, il fait peur à tout le monde. Et puis en fait, on se rend compte que c'est le barde. Et il va venir raconter des histoires au coin du feu à des lapereaux qui sont là à l'écouter subjugués. Et tout le monde lui demande l'histoire de Potkin le Brave parce que c'est voilà, c'est une sorte de mythe. Et donc il raconte ça. Pas forcément à la façon dont les lapros l'attendent. Et on va se rendre compte que Potkin, il n'est pas du tout brave. Au contraire, c'est genre le petit lapro qui est destiné à devenir chef à la suite de son père, mais qui n'a aucune envie d'apprendre à combattre, qui n'a aucune envie d'apprendre, qui ne veut pas travailler. Il est flemmard, il est imparfait. Sa grande sœur, elle a toute l'âme d'un chef, mais comme c'est une fille, elle n'est pas destinée, et ça l'énerve, hein, elle n'est pas destinée à devenir chef, et ça l'énerve beaucoup. Et même Potkin, il aimerait bien que ce soit elle plutôt que lui. Hein. Mais et voilà, et on a le petit Pouk. Alors là, il marche, mais pour moi, quand je le lis, il est plutôt toujours porté par sa grande sœur ou son grand frère, et il est vraiment plus petit, on va dire, il est tout petit. Et ils sont forcés de quitter leur terrier. En fait, c'est sa tante et sa mère, la tante et la mère de ces 3 enfants, qui leur donnent un coup de pied aux fesses et leur dit partez tout de suite parce qu'il y a les gormes. Les gormes, ce sont des lapins qui ont muté et qui sont devenus on va dire des lapins tout en acier, mais c'est pas juste une carapace qu'on met, c'est que vraiment ils deviennent tout d'acier. Donc en fait ils sont extrêmement durs et ils sont extrêmement méchants, et l'idée c'est justement qu'ils transforment tous les autres lapins pour que ils perdent leur âme de lapin et deviennent des gormes. Et à la tête des gormes, on a un personnage qui s'appelle Skramachank. Alors je sais pas s'il a la tête des gormes, mais en tout cas il est extrêmement puissant. Et il fait très peur, il est immense. Et il va venir en fait dans le terrier de Lopkin, le père de ses 3 enfants. Et il va venir tuer en fait le chef. Et toute la famille de Potkin, Paz et Pouk vont leur intimer de partir. Donc allez-vous-en, partez dans un autre terrier, dépêchez-vous. Et donc ils partent comme ça dans la neige, presque dans la nuit. Et ils sont complètement perdus parce que ce sont des enfants. Et on leur remet simplement une dague qui n'a l'air de rien, mais qui finalement serait capable de couper tout ce qu'ils veulent, sauf le fer. Malheureusement, les gormes sont en fer. Voilà. Donc, ils partent comme ça à l'aventure. On penserait qu'ils sont vraiment courageux, tout ça, mais finalement non. Donc ils vont rencontrer des personnages divers et variés. Il va y avoir la rencontre avec une sorcière que j'ai beaucoup appréciée. Ils vont aller dans une ville, dans un terrier en fait qu'ils pensaient sûr, mais en fait déjà les lapins sont en transformation et ils s'enfuient très très vite. Et c'est à ce moment-là que Potkin va avoir un problème avec son oreille. Et voilà, donc il y a beaucoup d'aventures qui sont, c'est très bien écrit, ça coule, c'est marrant, il y a de l'humour, il y a des aventures vraiment. Et j'aime beaucoup la façon dont de temps en temps on sort et on fait un interlude avec le barde qui se retrouve à raconter l'histoire et avec les commentaires des lapros. J'ai trouvé que c'était très très chouette. Donc c'est public jeunesse. Lucien, qui a 7 ans, adore que je lui raconte. Ça lui plaît beaucoup. Je sais pas s'il capte tout, mais franchement, je pense qu'on est bien. Donc voilà. Donc je sais pas encore si on va lire la suite cette semaine ou si on va faire un petit break mythologie viking. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup plu. Ensuite, je devais venir vous parler du prieuré de l'Oranger que j'ai terminé cette semaine de Samantha Shannon. Donc là, c'est l'intégrale que je me suis offerte parce que je vous disais que je n'avais plus le tome 1. Mais concrètement, c'est beaucoup plus agréable de lire le poche parce que c'est déjà quand même, je sais pas combien il y a de pages, 600 pages quoi. Il y a 600 pages sur le, sur le tome 2. Donc ici, c'était quand même une belle brique. Alors, j'ai beaucoup, désolée, il y a du bruit, il y a comment on dit, les machines qui nettoient par terre, donc ça fait du bruit dehors, j'espère que vous n'avez pas trop entendu. J'ai beaucoup apprécié, vraiment, c'était quel bonheur de retourner dans cet univers, même s'il a fallu que je prenne quelques notes pour me resituer l'histoire, parce que c'est quand même
assez complexe, il y a beaucoup de personnages différents. Mais après, on va dire les 80 premières pages, peut-être les 100 premières pages où j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Bon, après, j'ai plus eu besoin de regarder les notes et j'étais à nouveau dans l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé. J'étais très contente parce que le personnage que je préfère dedans, je vais pas vous raconter l'histoire plus que ça, hein. On est dans un monde fantastique, dans un monde où ce sont les Rhénomes qui sont vraiment qui sont à la fondation de tout le système politique de ce lieu fantastique. Et il y a des créatures surnaturelles, notamment des vouivres, comment ça s'appelle, des échelons, comment ça s'appelle ça? Ah, je sais plus. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, des grands oiseaux, il y a beaucoup d'animaux fantastiques volants, et notamment des dragons. Alors, il y a les dragons de feu et il y a les dragons d'eau. Les dragons d'eau sont dans une certaine partie de ce pays, en fait, certains personnages sont des dragonniers et montent sur les dragons d'eau. Notamment Tané, qui est la dragonnière qui ne sait pas vraiment quelle est son origine et qui va découvrir dans ce tome 2 d'où elle vient. Et j'ai adoré son personnage. Et au début, on lit, dans ce deuxième tome, on lit juste quelques passages sur elle qui sont vraiment très courts. Et j'étais là, mais non, mais je veux savoir ce qui se passe. Surtout on sent vraiment petit à petit que c'est un personnage important. Il y a le personnage de Nicklace, qui est le personnage de l'apothicaire. Au début, moi, je savais pas trop si je l'appréciais et tout. Et puis, c'est vraiment un personnage... alors, il n'y a pas beaucoup de personnages masculins. Mais alors voilà, on a Nicklace qui est un personnage que j'ai pas trouvé très... Au début je le trouvais un peu antipathique, mais finalement il a son rôle à jouer très important à la fin. Et il y a le personnage, comment il s'appelle? Artelote, c'est Lot. Il l'appelle Lot, c'est pour ça qu'on n'est pas loin. Il y a des H et il y a T et H, c'est pour ça que je pense à Thor. Thor, il y en a plein de personnages comme ça, masculins, dans les livres, avec ces lettres-là, faut croire que ça plaît. Donc Artelote, Lord Artelote, lui en fait c'est un ami de la reine d'Inis. Alors la reine d'Inis en fait c'est la reine du Rhénome, hein. Donc c'est Sabran, la reine Sabran, qui est destinée à transmettre en fait son Rhénome à sa propre fille. Malheureusement elle va avoir des problèmes, elle va tomber enceinte, mais elle va avoir des problèmes, je ne vous dis pas plus. Mais il va y avoir des soucis avec sa succession. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce Rhénome. On vit l'évolution en fait de ce Rhénome. En fait, 1000 ans auparavant, il y a un dragon extrêmement dangereux qui est capable de détruire le monde, qui a été en fait enterré sous la mer, dans les abysses, à cet endroit les abysses, où il a été enterré par deux mages qui chacune représentait une forme de magie. Et 1000 ans après, en fait, ils se rendent compte que ce sans-nom, il a pas de nom, donc ça s'appelle le sans-nom. Déjà, il y a tous ces enfants, il y a plusieurs énormes dragons qui sont sa succession qui commence à arriver. Et donc, il y a vraiment une tension parce qu'on se rend compte que le sans-nom pourrait ressurgir des flots et venir tout détruire. Donc, en fait, tous les royaumes, le Rhénome, en fait, ce pays qui est sur la carte, il est vraiment partagé. On est dans une période où il y a beaucoup de conflits, ou même d'un point de vue économique, ça se passe pas bien, commercial, il y a des choses qui sont cassées. Et donc, en fait, il va falloir que toutes ces parties du monde vont devoir essayer de faire des efforts pour changer et pouvoir peut-être réussir à sauver le monde dans lequel ils vivent. Et donc ces personnages sont assez forts. Je vous ai pas parlé du personnage de Ed Ecturaz qui vient justement du prieuré de l'Oranger, mais qui cache son identité au départ pour pouvoir aider Sabran, la reine d'Inis, et la soutenir dans ce qu'on appelle la vertu. En fait, il faut qu'elle arrive à défendre la vertu parce que c'est un point d'équilibre en fait dans ce monde un peu chaotique. Et Ed, elle va essayer en fait de soutenir Sabran. Elles vont se rapprocher vraiment toutes les deux. Et
Et donc du coup, à un moment, les sœurs, en fait, elles vont demander à Ed de revenir. Enfin non, c'est pas qu'elles vont demander, mais elle va se retrouver à revenir dans le prieuré de l'Oranger. Et puis, au sein du prieuré de l'Oranger, elle voit même qu'il y a des soucis. Il y a une grande magie dans ce lieu-là. Et Ed, elle va devoir prendre en fait des décisions pour... et elle va changer justement parce que il y a toute cette histoire en fait de carcans, de lieux qui sont contrôlés par des magies qui sont assez fortes, avec des personnes qui sont formées pour transmettre cette magie, tout ça. Mais finalement, c'est chaque univers est dans son lieu clos et chacun a sa propre histoire. Et en fait, on se rend compte que toutes ces histoires sont pas forcément celles qu'on croyait. Et je trouve que cette évolution en fait est extrêmement bien écrite. C'est passionnant, l'univers est passionnant. Le fait qu'il y ait des dragons, moi je suis fan. Qu'il y ait des combats à d'autres dragons, moi, je suis vraiment fan. Je pourrais pas tout vous dire, mais les personnages sont forts. C'est un récit assez féministe, mais aussi avec une critique peut-être aussi du féminisme à l'extrême. Mais c'est un récit de l'acceptation des autres, de l'acceptation de la culture, de la religion des autres, d'essayer de marcher ensemble, des difficultés qu'on peut avoir justement quand on est si différent d'un point de vue culturel. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'était un coup de cœur l'année dernière et c'est un coup de cœur cette année en le finissant. J'avais besoin d'une respiration entre les deux tomes parce que c'est vrai que c'est assez puissant et j'avais envie de laisser aussi l'histoire, me laisser encore un peu de l'histoire. Mais je pense que j'ai laissé quand même trop de temps entre les deux. Donc si vous le lisez, déjà, je vous conseille de le lire en poche et si on arrive à 500, je vous offrirai avec un tirage au sort donc les deux tomes. Je vais me racheter le premier tome pour pouvoir vous l'offrir. Celui-ci, il est presque neuf, hein, je l'ai lu qu'une fois, donc il est presque neuf. Et je suis contente de pouvoir faire ça. Donc vivement les 500 abonnés, on est presque à 400. Donc on va dire que ça va arriver, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai envie de vous offrir parce que ça correspond bien à mes premiers coups de cœur. Voilà, sinon, qu'est-ce que je vous ai pas parlé, je crois que je vous ai parlé du mari de mon frère. Je sais plus. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que si je l'ai pas fait, je le referai une prochaine fois quand j'aurai lu la suite. Je vais m'acheter la suite, j'ai adoré. Et je l'ai fait lire à mes enfants. C'est vraiment une histoire super sur l'acceptation de la différence aussi. Donc, j'ai lu le second tome d'une sacrée mamie. Donc ça c'est une saga culte manga aux éditions Delcourt, c'est de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa et ça date de 2005 2005 au Japon et 2010 en France et il y a énormément de tomes et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu du mal à re-rentrer dans le deuxième parce que les dessins sont vraiment particuliers, un petit peu comment on dit, un petit peu caricaturaux. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça m'a fait penser tout de suite à Tom Sawyer. Vraiment, ça m'a fait penser à Tom Sawyer. Notamment, il y a un personnage comme ça dans Tom Sawyer qui a la tête, celui qui a des lunettes. Et ouais, genre les bagarres et tout. Là, ils se battent pour savoir quel est le plus pauvre. Et finalement, en fait, ils se rendent compte... c'est les copains qui disent « Oui, mais lui, il a rien. Lui, il a encore moins. » Et tout. Puis finalement, ils se retrouvent tous les deux assez tristes de savoir que leurs copains savent qu'ils sont très pauvres. C'est marrant, c'est touchant, c'est réaliste parce que je crois que c'est inspiré de la vie de Yoshishi Shimada. Donc on sent qu'il y a des choses qui ont été vraiment vécues. C'est extrêmement bien fait. Il y a beaucoup d'amour entre cette grand-mère qui prend sous son aile en fait son petit-fils parce que sa mère à la ville elle a pas les moyens et le temps de s'occuper de lui parce qu'elle travaille toujours. Il y a beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour qui se développe entre deux. Elle lui transmet énormément de choses pour se suffire de peu
Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. L'arrivée de l'électricité, elle est très réfractaire. Lui, il est complètement fan parce qu'il y a des copains qui ont la télé, qui ont des machines à laver et des essoreuses, tout ça. Et c'est très très marrant. Il y a des trucs vraiment très très chouettes. Donc je vous le conseille. Moi, je vais lire la suite. Je l'ai pris à la bibliothèque et je vais prendre le 3e tome à la bibliothèque. J'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai lu aussi cette semaine le second et dernier tome de Muséum. Je vais pas vous en parler plus que ça. Est-ce que j'ai fait une chronique? Si je l'ai pas faite, il faut que je la fasse sur Instagram. C'est un thriller polar comment il s'appelle, Ryosuke Tomoe, Killing in the Rain. C'est chez Pika Graphics dans cette très belle édition collector qui rassemble donc plusieurs tomes et c'est vraiment super. Vraiment super, on rentre vraiment dans le schéma du tueur en série, avec le personnage du flic qui a quitté la police parce qu'il était trop impliqué et qu'il fait des trucs un peu louches, mais en fait il veut aller jusqu'au bout parce qu'il veut sauver, sa femme et son fils qui ont été capturés par le tueur en série. Et donc on est vraiment dans un thriller psychologique à fond, sous fond de puzzle, Enfin, c'est assez gore, hein. Donc si vous avez peur des bouts de corps coupés, voilà, ne lisez pas ça. Mais franchement, moi je le lis d'une traite, tellement en fait on est dedans, ça se lit assez vite, il y a quand même beaucoup de texte, mais ça se lit assez vite, mais c'est vraiment très très prenant. Le dessin, je le trouve extrêmement beau. J'ai trouvé que c'était très très beau. Il y a beaucoup c'est très cinématographique. On est sur pas mal d'ombres, de gros plans, de scènes assez atroces, d'angoisse. Mais c'est vraiment vraiment génial. On va comprendre pourquoi il fait ça et comment comment tout le monde va s'en sortir ou non. Hein? C'est horrible. Quand je regarde les dernières images, je regrette pas de l'avoir lu. C'est vraiment un univers à part le thriller psychologique japonais. Je trouve ça très très bien réussi, vraiment. C'est super, c'est très angoissant. Il y a tout ce qu'il faut quoi pour que ça fonctionne. Et je peux que vous le conseiller, Muséum, parce que les dessins sont beaux, l'histoire est vraiment très très bien jusqu'au bout. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc allez-y, c'est une valeur sûre. Voilà, on a terminé avec ce carnet de lecture. J'entame la nouvelle semaine avec une semaine à 1000 organisée par le Petit Pingouin Vert sur Instagram. Donc, je finis de filmer ici et j'enchaîne avec ma nouvelle vidéo pour le nouveau carnet de lecture semaine à 1000. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bye bye!